Introduction. Merci de m'inviter. Donc, pour commencer, le Philistin littéraire en moi s'est dit « va pas là » quand on m'a proposé de faire un petit panorama sur le jeu vidéo québécois, sur l'histoire du jeu vidéo québécois. Mais l'historien du jeu et le traducteur de jeux vidéo en moi se sont mis en gang et ont décidé d'étouffer le Philistin littéraire. Et donc, c'est ce que je vous présente. Quand je me suis lancé donc, dans cette présentation-là, dans cette recherche pour la communication, je me suis d'abord posé la question, bon, qu'est-ce que le jeu vidéo québécois? Et si on se fie à l'industrie et aux médias bon, plus ou moins spécialisés, ben, dès qu'un jeu vidéo est développé au Québec, on parle d'un jeu vidéo québécois. Là, vous avez des exemples, Assassin's Creed, le premier, qui était quand même un succès pour Ubisoft, et vous avez Baldur's Gate et Sea of Stars qui ont gagné des prix aux Game Awards cette année. Mais, comme Afracare le dit, si on s'intéresse au contexte de production, au développement du jeu vidéo, notamment d'Assassin's Creed dans ce cas-ci, on voit que Ubisoft produit des jeux à Québec, à Montréal. En fait, ils ont des studios qui participent à la production du jeu à Québec, à Montréal, mais aussi à Montpellier, à Bucarest, à Kiev, à Shanghai, Singapour, Sofia, etc. Dès qu'ils peuvent délocaliser, ils le font. Et donc, si on suit le chemin du capital, même si il passe par le Québec, on ne peut pas dire que tout studio qui, et là le cynique en moi va parler, profite des largesses fiscales du gouvernement québécois, participe à créer du contenu local. Je pense qu'on doit dépasser ce raisonnement-là. Et donc, qu'est-ce que le jeu vidéo québécois? Ben, ça serait la représentation du Québec ou du Québécois, entre guillemets, dans le jeu vidéo en tant qu'espace narratif, la création de récits, la création de personnages dans les jeux qui sont identifiables comme québécois, ou, n'en déplaise aux lecteurs de Gazette, la représentation d'une langue dite québécoise dans le jeu vidéo. C'est ce qui m'intéresse pour les besoins de la présentation. La langue québécoise, le français québécois, dans le jeu vidéo, va s'intégrer plus ou moins de deux façons. Donc, dans la conception du jeu, dans la langue parlée par les personnages, mais il va être utilisé aussi comme langue de traduction. C'est l'argument principal de ma présentation aujourd'hui. Quelques généralités sur la localisation du français canadien. Il faut savoir que si on vous assigne une tâche traductionnelle, on ne vous assigne pas une tâche de traduire en français québécois. On va vous demander de traduire en français canadien. N'en déplaise, bon, je me fais plein d'ennemis aujourd'hui, n'en déplaise aux souverainistes, aux indépendantistes, cette tâche, on lui affuble un unifolié, mais c'est encore pire si vous regardez l'anglais canadien, un passé orangiste qui traîne avec un Union Jack. Et donc, le français canadien diffère du français hexagonal ou du FRFR, là, le code ISO qui représente cette tâche-là, selon quelques critères, des règles typographiques, notamment bon, l'inclusion d'un espace devant le point d'exclamation ou le point d'interrogation, une certaine retenue, dans le cas du français canadien, dans l'utilisation d'anglicismes lexicaux, on est un petit peu plus allergique à tout ça, et certains standards, donc des devises, le dollar canadien ou une certaine coexistence entre le système impérial des relents de nos parents qui nous parlent en pouces et en pieds. Donc, c'est le français canadien, il diffère du français français, du moins dans la pratique traductionnelle. Quelles sont les justifications pour traduire en français canadien? Bien entendu, on pourrait dire que le but, c'est de créer un marché, mais ce n'est pas le cas, c'est la loi 101 qui force la traduction en français canadien. Et si on s'intéresse au texte de loi qui justifie la traduction d'éléments vidéoludiques pour le français canadien, ben, tout ce qu'on a besoin de traduire, c'est seulement le boîtier, les documents et bon, les messages sur les supports physiques. Là, si vous regardez le paragraphe au complet, je ne vous lirai pas l'article de l'article 51 du texte, mais tout ce qu'on a besoin de traduire, ce sont pour des besoins pour des besoins utilitaires, pour des besoins fonctionnels. On doit faire fonctionner le jeu, mais le jeu lui-même n'a pas besoin d'être traduit. Et donc, mon portrait que je vais vous présenter, c'est comme quelques vignettes. J'ai fait un peu du scrapbooking. Quand on choisit des éléments historiques,
C'est des éléments qui, bon, moi, me parlent. C'est pas nécessairement un portrait complet, c'est pas un panorama complet sur le français québécois dans le jeu vidéo, mais j'ai choisi certains éléments et vous allez voir avec quelques réflexions entre les deux. Donc, vous voyez ça comme une espèce de scrapbook sur l'histoire de la localisation en français québécois ou en français canadien. Donc, les premiers jeux qui nous parviennent, particulièrement au niveau des consoles, ce sont des jeux, bon, des jeux d'Atari. Il y a quelques jeux où il y a beaucoup de texte. Là, on pense à Colossal Cave Adventure, qui est un jeu sur PC ou Amiga où il y avait beaucoup de texte. Mais la plupart des jeux qui sont sur Atari n'ont pas beaucoup d'éléments textuels, n'ont pas beaucoup d'éléments linguistiques. Donc, on ne localise pas vraiment. Ce qu'on fait, c'est une localisation de type Box and Docs qui permet de répondre aux besoins de la loi 101. Et donc, ce qu'on vous fournit, c'est une feuille dactylographiée qui est insérée dans la boîte. Là, vous avez l'exemple ici avec Stampede. Donc, vous avez une explication de comment le jeu va fonctionner. C'est ce qu'on appelle une localisation de type Box and Docs. Et la localisation de type Box and Docs, étant donné qu'elle répond aux besoins de la loi 101, bien, elle reste assez longtemps dans l'histoire. Si on regarde le jeu vidéo québécois dans les années 80, bien, on ne parle pas vraiment de jeux vidéo québécois, on parle de clubs de jeux vidéo. L'UQAM ici abritait un club Commodore et un club Apple relativement influent. Donc, il y a peut-être un petit développement du jeu vidéo québécois qui s'est fait là. Et la traduction des jeux vidéo en français passe un peu par le Québec, notamment parce qu'on reçoit des jeux vidéo américains, on est plus près. On n'a pas besoin de commencer à penser à changer les standards. Les standards d'affichage, le PAL et le NTF, en tout cas. Et je vais essayer de ne pas me perdre parce que je n'ai pas écrit de texte, je vais rester dans mes choses. Donc, il y a trois entreprises pionnières qui vont se consacrer à la localisation de jeux vidéo en français québécois. Vous avez Computer, Logiciel Wi-Fi et le Nordet Logiciel. Je m'arrête un peu sur le Nordet Logiciel, qui est une entreprise fondée en 1983, qui signe un contrat avec l'éditeur Matra-Hachette, Édiciel Matra-Hachette, et qui traduit un jeu qui s'appelle Wizardry, qui est un jeu très important pour le jeu vidéo en général, mais aussi ce qu'on appelle le CRPG, le Computer Role Playing Game. Ils traduisent le jeu Wizardry sous le nom de Sorcellerie, le donjon du suzerain hérétique, et c'est un jeu qui va traverser l'Atlantique. Donc, la traduction de Sorcellerie faite au Québec par le Nordet Logiciel va traverser l'Atlantique et va être distribuée en France. Bien entendu, étant donné que je suis un traducteur, je me dois de juger le travail de n'importe quel collègue. Et donc, si on s'intéresse à la localisation de Sorcellerie, le donjon du suzerain hérétique, il faut savoir qu'avec Ultima Wizardry, c'est un jeu qui utilise la plupart des... Finalement, oui, je vais parler de Donjon Dragon, qui utilise beaucoup de codes Donjon Dragonesque. Donc, il y a des précédents de traduction, des précédents mécaniques qui ont été établis, mais... vous voyez ici, ils n'ont pas nécessairement été tous utilisés. Vous avez le mot squelette, vous avez le mot humanoïde, ça va, mais vous avez l'option lutter. En fait, ça serait représenté par fight en anglais. On peut comprendre que peut-être que la touche a été utilisée dans une autre circonstance, donc on décide d'utiliser L ici. F, pour fuir. Et si vous regardez en bas, vous avez les personnages. Je ne sais pas si on voit ma souris. Oui, parfait. Donc, vous avez les personnages ici. Vous avez CA, classe d'armure, très donjon dragonesque, PV pour point de vie, traduction de hit points, très donjon dragonesque. Mais vous avez un choix particulier ici avec Cast pour tout ce qui est classe de personnages. Donc, la société de Donjon Dragon est divisée en différentes classes de personnages, des guerriers, des voleurs, des prêtres, des mages, ce que vous voyez ici. Mais les gens du Nordet Logiciel ont décidé de choisir Cast, qui est très particulier comme choix par rapport au précédent qui était établi. Ça a des résonances peut-être un peu dans l'hindouisme avec les kshatriyas et ces castes de personnages. Donc, si on avance un peu vers les consoles, parce que Wizardry était un jeu sur PC, l'ère des consoles est encore au stade de Box and Docs. Donc, la Nintendo Entertainment System traduite pour le Canada français, vous avez une boîte avec de l'anglais et du français. Ici, principalement du français. C'est un choix qui a été fait pour la distribution de Super Mario 3, pour la console avec Super Mario 3. Mais pour ce qui est de Final Fantasy, si vous remarquez, ça a été distribué au Canada par Mattel, donc la traduction a été faite par Mattel. Vous avez le texte en anglais et le texte en français en dessous, là, « Enter a whole new realm of
Challenge and Adventure, le théâtre d'un monde de défis et d'aventures. Donc, vous respectez le texte de la loi 101. Tout le paratexte qui a été fourni avec Final Fantasy a été traduit aussi. Donc, vous avez les cartes des donjons, la carte du monde, de l'information sur les monstres. Tout ça a été traduit. C'est en français et en anglais, officiellement bilingue. Le développement de consoles au Québec, ben, vous avez la première PS2, qu'on appelle la VideoWay ici. Pourquoi je dis la première PS2? Parce qu'en fait, c'est un système de divertissement multimédia. Je ne m'étendrai pas nécessairement longtemps sur la VideoWay. Bon, vous pouvez lire l'information si ça vous intéresse, mais ce qui est intéressant avec la VideoWay, c'est qu'on a développé un jeu au Québec sur cette plateforme-là. L'Auto-Québec a développé Temporel Inc., qui est un jeu qu'on appellerait un point and click, j'imagine, qui emprunte beaucoup au code des point and click de LucasArts. Donc, si vous connaissez Maniac Mansion, Day of the Tentacle, Monkey Island, des choses comme ça. Donc, vous avez une liste d'actions et vous pouvez, quand vous déambulez dans les pièces de la pyramide, choisir des actions et, bon, essayer d'interagir avec l'environnement. C'est, je dirais, un des premiers jeux vraiment développés au Québec avec une distribution un petit peu plus massive. Si on continue vers les années 90, début 2000, la localisation à l'ère du 16 bits est encore un peu dans le box and docks, mais heureusement, il y a de plus en plus d'entreprises qui localisent, en fait, qui développent des jeux en Europe. La loi Toubon passe à peu près dans les années 94, donc ça force la localisation de jeux en français. Donc, il y a beaucoup de jeux qui sont développés par exemple au Royaume-Uni ou en Allemagne, qui vont être traduits en français hexagonal et qui vont traverser l'Atlantique jusqu'ici. C'est le cas pour Lands of Lore ici, qui a été traduit au complet, y compris le doublage des cinématiques. Un des premiers jeux qui est distribué au Québec pour une console à grand déploiement, là, comme la Super Nintendo, c'est The Legend of Zelda: Link to the Past qui arrive en 92. Vous avez le jeu au complet qui est traduit, tous les dialogues, ainsi que le paratexte. Là, vous avez la carte ici en haut à gauche. Tout ça est traduit, y compris les petits jeux de mots. Donc, c'est un jeu, ça fait partie des premières localisations complètes pour le Québec, mais malheureusement localisé en France. Prenons une pause quelques secondes. Quel est le constat pré-93? Bien, hormis certaines exceptions, les jeux sont développés ou traduits au Québec, mais pas nécessairement. Ils arrivent de France des fois. Et même les jeux qui sont traduits en FRCA, étant donné qu'il n'y a pas d'expertise qui s'est cristallisée dans la création d'une langue québécoise ou d'un français canadien, là, on va utiliser les deux termes, on ne peut pas vraiment le remarquer. En fait, les efforts de traduction, même québécois, invisibilisent le Québec. Je le prends lentement parce que sinon, dans le but de faciliter la commercialisation au sein de cette francophonie élargie. C'était le pari là, avec Sorcellerie. Qu'est-ce qui change en 93? Bien entendu, c'est Stanley Cup avec le hockey. Nintendo décide que si le jeu veut être populaire, en fait, si le jeu veut bien se vendre au Canada français, il faut le localiser en canadien-français. Il faut savoir que Stanley Cup n'est pas nécessairement localisé au complet en français. En fait, il est officiellement bilingue. Si vous regardez en haut avec la marquise, là, vous avez Time, Shots, Line. Donc, tout ça, ça reste en anglais parce que théoriquement, c'est du vocabulaire anglais, donc on le garde comme ça. Mais pour le reste, mise au jeu en zone neutre, vous avez ça. Et sinon, tous les commentaires entre les matchs, là, les Bruins ont laissé pénétrer une rondelle. Là, vous n'avez pas la grammaire en tout cas, rondelle reste au pluriel parce que, justement, le système ne réussit pas à gérer le pluriel ou le singulier. Et on sait que c'est en français québécois. Pourquoi? Parce qu'on dit rondelle plutôt que palais. Et donc, Nintendo a réussi à commencer à en traduire en français québécois. Et on peut se poser la question, quelle est la langue, comment s'exprime Mario lorsqu'il visite le Québec ou comment s'exprime Mario lorsqu'il habite dans la petite Italie, à Saint-Léonard, peu importe. En 2000, Mario s'exprime en français relativement standard. Donc, quel magnifique château. Ben, en fait, c'est Luigi qui parle, mais c'est son frère, donc il parle pareil. Il m'impressionnera toujours. On dirait que presque tous les invités sont déjà arrivés, ça va. Et pour Mario Party, en 2007, il n'y a pas de mais, tu donnes l'étoile, tu te tais. Je pense que c'est un français relativement standard, un français relativement international. Donc, en fait, Mario ne s'exprime pas d'une façon différente en France ou au Québec. Mais tout change
lorsque Mario Galaxy sort en 2007, en fait, il sort le même mois que ce que vous avez vu avec Super Mario Party sur la DS. C'est un jeu qui est localisé entièrement en français canadien. Et là, je vais vous présenter 3 vignettes que j'appelle « The Good, The Bad and The Ugly ». Donc, « The Good », je me nomme Rosalina, la vigie des cieux étoilés. Rosalina est une princesse dans le cosmos, dans les étoiles, c'est correct, elle peut parler avec des mots. Bon, le Philistin en moi va dire « vigie », c'est relativement soutenu, et « cieux étoilés », ça fait très soutenu. Mais bon, c'est une princesse, elle peut s'exprimer en français relativement international, relativement standard. Lorsqu'on se met à s'adresser à certaines petites étoiles qui sont mignonnes et qui sont un peu familières quand elles parlent avec Mario, elles nous parlent comme ça, « tant qu'à faire, ne tombe pas dans le trou noir » ou « au bout, tu nous as tous récoltés ». Là, ça me rappelle un peu Mélas dans les Simpsons, « au bout », des trucs comme ça. Ici, déjà, je pense que ça sent la traduction. Je n'utiliserai pas « tant qu'à faire, ne tombe pas dans le trou noir », ce serait « en passant ». Je pense que ça sera un « by the way », quelque chose du genre, si on se fie au texte original. Mais dans Mario Galaxy, vous visitez des planètes et, éventuellement, vous visitez une planète sur laquelle il y a des poubelles et des gens un peu mal dégrossis. Et à ce moment-là, ces gens-là vous parlent de cette façon. « Et on a des bombes en masse, tu veux t'en servir pour exploser... Pardon, veux-tu t'en servir pour exploser les vidanges dans le coin? » OK, je me fais pas des amis, je passe des commentaires sur à peu près tous les groupes aujourd'hui. Donc, ça, c'est un phénomène que j'appelle... alors, du coup, j'ai fait un PVT à Montréal, donc je peux traduire en français. Ce qu'on voit ici, c'est une espèce de substitution d'expression considérée comme canadienne-française, vernaculaire, qui pourrait fonctionner, mais qui, des fois, ne fonctionne pas nécessairement. Et particulièrement, le « veux-tu », j'ai posé la question à tous les linguistes avec qui je travaille, en fait, Davy Bigot, mais il m'a dit que c'est impossible, en fait, qu'en québécois, on puisse transcrire un « tu veux-tu ». Ça n'existe pas. On le prononcerait le « tu veux-tu ». Et pour avoir travaillé avec des franco-français, dès qu'on se lance dans la traduction ou dans la caractérisation de personnages en français québécois, bien, il va essayer de faire des contractions qui sont comme celle-ci, qui ne fonctionnent pas vraiment lorsqu'on se met à parler en franco-québécois. Donc, moi, je me rappelle, là, on avait un village dans lequel c'est toujours des fermiers, donc on choisit toujours des fermiers pour les faire parler québécois, et à ce moment-là, il fallait que je révise toujours le travail de mes collègues pour leur dire « ouais, mais ça, c'est impossible à prononcer, ça ne fonctionne pas ton truc ». Donc, Mario Galaxy est une mauvaise expérience de la localisation en français québécois, tellement que Raymond Legault, président de l'UDA, s'est exprimé là-dessus. Vous avez d'autres exemples là, qui ne sont pas géniaux non plus. Moi, je suis postier. Je pense que tout le monde dirait facteur. Vous me direz si vous ne dites pas facteur. Ou sinon, cette job n'est pas pantoute facile. Normalement, le pantoute va à la fin, n'est-ce pas? Oui? Oui, OK, parfait. Donc, agrippe-toi à quel fun noir. Donc, c'est comme si quelqu'un était allé chercher une espèce de pot pourri d'expression québécoise. Voici, je vais mettre un peu de tabernacle ici et là, puis ça va régler le problème en français québécois. Les pingouins sont adonnants. Oui, les pingouins sont adonnants. Ben, je trouve ça cute. Nous, les pingouins, nous sommes bien adonnants. Donc, on est déçus. Le Québec est en furie. On n'a jamais été autant en furie qu'à la Première Guerre mondiale avec la conscription. Non, c'est pas vrai. OK, la glocalisation, le changement de paradigme traductionnel, tout change à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est la glocalisation? Bien, la glocalisation, c'est l'idée d'incorporer des éléments créatifs tirés de pays culture cible dans le développement de produits. Et l'idée, c'est de fidéliser une espèce de clientèle locale. Elle va s'opérationnaliser par plus ou moins 3 principes. Donc, l'inclusion d'éléments culturels locaux dans les jeux, des clins d'œil ou des Easter eggs. La création de personnages ou de récits qui mettent de l'avant le caractère local d'une culture donnée. Et enfin, la création de localisations spécifiques destinées à des marchés cibles, voire restreints pour le Québec, pour faciliter l'engagement de la culture cible. Je vous montre quelques exemples de localisation que je considère assez, j'ai juste successful, qui sont menés avec succès. Voilà. Donc, dans Deus Ex Human Revolution, vous pouvez, dans un niveau qui se passe à Montréal, vous pouvez regarder les ordinateurs des gens. Et dans les ordinateurs, vous pouvez lire les courriels de ces gens-là. On remarque que, même si c'est à l'écrit, on remarque qu'il y a certains québécismes.
On a des chaises faites exprès pour les mini-meetings. S'il vous plaît, me ramenez la mienne et ne plus la reprendre. Et bien entendu, des anglicismes en verbe du premier groupe. Ça, c'est les gens de ma génération. Je pense que les jeunes diraient on pourrait passer 30 minutes à tout reset comme du monde, mais ma génération, on va dire resetter comme du monde, bien entendu. On va faire un verbe du premier groupe. Et enfin, bon, Lionel Tanguay, c'est un nom bien de chez nous, quoique Lionel, générationnellement parlant, c'est une autre génération que moi, mais Tanguay, je pense qu'on connaît tous. Sinon, ben, vous avez des entreprises qui décident de créer des récits qui se passent complètement dans un imaginaire du Bas-Canada, dans ce cas-ci, ou du Québec folklorique. C'est le cas avec un jeu comme Sang-Froid, Tales of Werewolves. Et pour la localisation française, pour la version française du jeu, qui est traduite en entier, l'ensemble de la narration est faite par Brian Perrault, donc l'auteur d'Amos d'Aragon. Donc, c'est une façon aussi de donner une espèce de petit nanan, une espèce de petit bonus à une population qui pourrait apprécier le récit qu'on développe pour eux. Là, malheureusement, on a fait des tests et ça va mal sonner celui-là. Pardon. Qu'ai-je fait? OK. Bravo, Hugo. On a fait des tests et celui-là, il sonne mal, mais je vais quand même essayer. Bon, je vais même faire l'accent. Donc, dans Assassin's Creed 3, vous rencontrez un personnage qui s'appelle Norris. Le héros, ça se passe en Amérique du Nord. Donc, le héros, vous le voyez avec sa tuque, il fait très patriote, en fait. Et quand vous parlez à Norris, il dit « Thank you, my friend. They don't understand my accent, but... » Donc, c'est un accent que vous avez tous entendu. J'ai déjà parlé comme ça quand j'habitais au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est une représentation du québécois, même si ce n'est pas une représentation du Québec. Dans The Messenger, qui est un récit qui parle de ninja, vous avez un démon qui, à un moment donné, appelle son serviteur. Il dit « Barmatazel, occupe-toi de cet agrès-là. » Puis là, tu rencontres le héros de l'Ouest. Puis il dit « Ouais, t'es-tu le héros de l'Ouest? Ouais, mettons. » En fait, c'est très québécisé. J'aurais aimé ça vous le montrer, mais vous le regardez de votre côté un jour, ou sinon, ça sera comme ça. Et sinon, le plus récent, donc, vous avez un personnage dans Overwatch qui est une... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a avec le Québec et les gens qui sont des mineurs, parce que c'était le cas avec Norris dans Assassin's Creed, mais c'est une mineuse ou une archéologue, et elle s'exprime en français québécois. En fait, la localisation française, le personnage lui-même est québécois avec des répliques comme « Ah, gros niaiseux ». Donc, ça me parle. En guise de conclusion, qu'est-ce qui aurait changé entre les premières localisations offertes au Québec, l'échec de Nintendo avec Mario Galaxy, les processus de localisation modernes? Ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une cristallisation des compétences linguistiques en français CA. Il y a un développement d'une expertise traductionnelle, un français international, mais aussi un français un peu plus vernaculaire, un français québécois un peu plus vernaculaire lorsqu'on en a besoin. Une utilisation des efforts de traduction du contenu précédent. Donc, quand Mario s'exprimait de façon standard, ben, on ne se met pas à le faire parler comme Fardoche, là, je ne sais pas, je cherche un exemple. Les considérations culturelles, l'intégration du local dans la conception des jeux, c'est de plus en plus c'est en augmentation. Et enfin, on a fait la transition entre une langue cible qui est fonctionnelle vers une langue québécoise qui est plus accessible et qui agentivise là, les Québécois dans le jeu vidéo. Ce qui m'amène à vous parler des niveaux de localisation, mais je pense que j'ai terminé. Désolé, les vidéos, c'est le fun.